Bonjour et bienvenue dans cette 4e édition du Sofa Chat consacrée à la législation et nous allons parler principalement aujourd'hui des règles de conduite et des contrôles. Donc soyez rassurés, le but n'est certainement pas de parler de chacune des lois et de chacune des règles en détail, mais bien de donner des trucs et astuces que vous pouvez appliquer au quotidien dans le cadre de votre activité de courtier. Alors, petit aspect pratique avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que vous connaissez la musique. Nous avons activé la fonction de chat. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en cours de présentation. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus tard et de répondre à l'une ou l'autre d'entre elles. Alors, pour parler de ce sujet ô combien important, je suis accompagnée aujourd'hui de Patrick Cowert, CEO de Feprabel. Bonjour Patrick. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ce sujet. Alors, je pense qu'au niveau de Feprabel, tout le monde vous connaît, pas la peine de vous présenter à notre public. Je pense que votre rôle quotidien, c'est vraiment d'accompagner le courtage pour leur permettre d'être plus forts au quotidien. Et il me semble que c'est un succès puisque si on regarde une étude qui a été réalisée par Assuralia, il me semble que la position du courtage continue de se renforcer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Chose également que j'ai vue au niveau de cette analyse, c'est que les courtiers ou la digitalisation auprès des courtiers continue et que près de 2/3 des courtiers, en tout cas, travaillent de manière totalement, presque digitalement. Et également, un chiffre qui m'a étonné, c'est que 93% des courtiers auraient un site web. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Oui. On parle des règles pour les courtiers parce que j'entends souvent ça, on me dit oui, les courtiers sont persécutés. Non, sincèrement, les règles sont pour tout le monde et tous les canaux de distribution ont les mêmes contrôles, parfois même plus stricts. Donc, il n'y a pas de différence là-dessus. D'accord. La FSMA traite tout le monde de la même manière. Et c'est une grande victoire, un peu grâce à la Belgique, puisque la Belgique avait été pionnier en 95 quand on a eu les premières lois. C'est que nous avons étendu le champ d'application de la directive à la distribution d'assurance. Elle ne s'est pas limitée aux courtiers, ce qui était le cas au départ. Alors on peut en discuter beaucoup, mais à partir du moment où les courtiers ont des règles à respecter vis-à-vis du consommateur, mais je pense que le direct ou les agents doivent avoir les mêmes règles. C'est une question d'équité, oui. C'est très simple comme développement. Je l'ai réutilisé en Europe, notamment dans un hearing au Parlement avec Michel Barnier, qui était le commissaire à l'époque chargé de cela, de la directive, où je dis, c'est très simple, c'est un raisonnement tout simple, c'est de dire, la directive, elle est faite pour quoi ? Pour protéger le consommateur. Un consommateur qui a recours à un courtier, donc un intermédiaire, est-il mieux ou moins bien protégé que s'il est assuré en direct ? Il est mieux protégé puisqu'il a un intermédiaire en plus, une responsabilité en plus et une couverture en plus. Donc c'est évident. Donc il n'y a pas de raison de faire des directives pour ceux qui sont déjà mieux protégés. Voilà. Le raisonnement a tenu en Belgique, je l'ai obtenu en 95. Et on s'est battu au niveau européen pour l'avoir. Je crois que c'est une grande avancée qui nous permet d'être compétitifs et de maintenir nos parts de marché. Parce qu'à partir du moment où on met des règles en plus, rien que sous les courtiers, vous avez une perte de compétitivité évidente. Donc ça, c'est important. D'accord. Alors, on parle du digital. Le digital, c'est évidemment important. Je ne crois pas que c'est à cause ou grâce au digital que le courtier augmente ses parts de marché. C'est grâce à ses qualités propres, à sa formidable capacité d'adaptabilité, d'adaptation. Le courtier, il s'adapte aux crises. On a vu dans le Covid, on a vu, et grâce à Portima d'ailleurs, en combien de temps on a permis le télétravail dans les bureaux de courtage. C'est fabuleux. Oui. C'est un travail qui a été fait en commun et qui a très bien fonctionné. On a vu ce qu'il a fait, ce que les courtiers ont fait comme boulot considérable au moment des inondations. Donc voilà, n'en déplaise à M. Diroupeau, on est sur le terrain, on est là et on fait le boulot. Et le courtier aussi, ce qui est important, c'est sa proximité avec le client, sa confiance. L'assurance, c'est pas un commodity. L'assurance, c'est quelque chose où il faut la confiance, il faut travailler avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on comprend. Et l'avantage du courtier, qui est un des points d'ailleurs un peu embêtant, c'est son hétérogénéité, c'est que il y a beaucoup trop de sortes de courtiers différents. Il n'y en a pas beaucoup trop, c'est très bien ce que je dis. Il y en a beaucoup. Et c'est très bien parce que ça veut dire que chaque citoyen, il peut trouver près de chez lui, 2 points importants, quelqu'un qui lui ressemble, qui le comprend, qui s'adapte à lui.
Et on connaît tous la population, on sait tous qu'il y a quand même une similitude entre les portefeuilles des courtiers et leurs clients, parce qu'ils se connaissent, ils se comprennent, etc. Et ça, je crois que c'est vraiment notre force qu'il faut absolument garder. Mais pour cela, pour garder la compétitivité, pour être vraiment performant, il faut y ajouter le digital. Et je peux vous dire qu'on a un réseau humain formidable. Je pense, enfin non, je suis sûr, j'ai fait l'étude, il y a un courtier Febrabel dans chaque code postal francophone et Bruxelles. Il y en a même des endroits où il y en a beaucoup plus, mais il y en a au moins un. Et donc, ça veut dire qu'il y a un courtier près de chez vous, qui est près de ses clients, qui est près de son terroir, qui connaît les gens. Donc, on a un réseau formidable qu'on doit continuer à développer et à maintenir, et on doit lui ajouter la couche digitale, parce qu'à un moment donné, le client, il passe un peu par le digital, oui. Mais il a besoin, et on a vu dans beaucoup d'études que les gens sont d'accord de passer par le digital s'ils savent qui est derrière. Donc, vous allez avoir un truc Google qui va vous dire quelque chose, on va être méfiant. Par contre, le courtier qui le fait, c'est ça. Et donc, c'est cet attrait des deux qui va faire que le courtier va encore augmenter ses parts de marché. Et Google ne pourra jamais créer un réseau physique comme nous avons. Donc, il faut être optimiste, mais il faut quand même se digitaliser. 93% de sites web, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Combien de sites web sont des sites, je ne vais pas dire factices, mais passifs? Donc, oui. Je pense qu'il faut dynamiser, je pense qu'il faut utiliser les leads, je pense que dans Brocom, on fait des campagnes extraordinaires pour mettre du mouvement dans les réseaux sociaux, sur les sites, vers les courtiers. Il faut l'activer. Au plus on l'activera, au plus on avancera. Et ça, je crois que c'est très, très, très important. Et je pense aussi que là, si je puis me permettre, que Brio et Portima ont un rôle extrêmement important, c'est dans la communication avec le client. Actuellement, on a des outils de gestion, je vais dire. On a un MyBroker qui permet de déclarer un sinistre, mais il n'y a pas un MyBroker qui va vers le client pour faire de la promo, pour faire de la pub, pour aller vraiment l'accompagner dans sa vie de tous les jours. C'est le défi et je sais que vous allez le relever et qu'on va le faire ensemble, mais je pense que c'est nos préoccupations. D'accord. Donc, tous ces outils-ci, là, c'est bien parce que ça permet de faire évoluer au niveau du commercial. Donc, ça, c'est la bonne chose. Mais le défi également, le deuxième défi de nos courtiers au quotidien aujourd'hui, c'est la conformité à la législation. On en parle beaucoup. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus de règles à suivre aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années? Alors, il y a eu plusieurs vagues. Il y a eu une vague en 2013 où la Belgique voulait jouer le meilleur élève du système et on a créé des règles qui allaient beaucoup plus loin que ce qu'on est maintenant avec la directive. Nous avions plaidé à l'époque de dire « attendons la directive et on s'attaquera à la directive ». Et quand la directive est sortie, on est revenu à la directive. Donc, je crois qu'il faut quand même être... Les règles ont diminué. Mais à l'époque, il n'y avait pas de contrôle non plus, donc c'est difficile à dire. Il y a encore des couches qui se sont ajoutées. Les règles AML, elles sont devenues plus contrôlées. Les règles RGPD. Le RGPD, je pense que là, on a mis un outil pour nos membres, qui est un outil qui permet, alors ça prend un peu de temps, et moi je peux dire que plus de 75% de nos membres sont parfaitement en ordre grâce à l'outil RGPD qui est compris dans la cotisation, qui n'ont qu'à activer et remplir. Il n'y a pas de contrôle AML de l'autorité de la protection des données pour le moment, parce qu'il n'y a pas d'incident dans le secteur, parce qu'on est prêt et qu'on peut répondre. Et je peux vous dire que on a aussi un DPO sectoriel, donc vous avez une perte de données ou quelque chose qui se passe, on est tout de suite là. Et il y a aussi une couverture cyber qu'on a donnée. Donc on est vraiment très actif pour éviter, parce que c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter la tache d'huile. Et quand on regarde les sanctions qu'il y a, généralement, c'est pas la première fois. C'est quand il y a un opérateur qui a une remarque et qui ne la respecte pas. La deuxième fois, les amendes sont plus lourdes. Donc nous, on est à la base vraiment pour réagir. Et donc les règles sont pas plus nombreuses, quoi qu'il y en a encore qui vont s'ajouter comme la finance durable, mais elles sont surtout en train de s'implémenter et en train d'être contrôlées. Donc ça nous donne l'impression qu'il y a plus, mais c'est surtout qu'on est en train de les mettre en ordre. J'avais dit à la FSMA à Grévy de Mal, quand les règles sont sorties, est-ce qu'on n'en ferait pas une par an? Non, il faut tous, je dois appliquer la loi, ok, mais c'est pas possible. On peut pas digérer ça d'un coup. Je dis, un de mes anciens présidents disait, quand il faut manger un éléphant, on mange un petit bout tous les jours, mais on le mange pas d'un coup. Eh ben, c'est la même chose, la réglementation. Et elle va s'assimiler et elle doit devenir le quotidien. Ça doit plus être quelque chose qu'on s'occupe une fois par an ou quoi. Elle doit être implémentée. Comme Brio a implémenté le devoir d'info, qui sort automatiquement. Tout doit couler de source dans le système et devenir tout à fait normal et habituel dans la gestion. Ça nous évitera de devoir paniquer quand il y a
un contrôle et devoir tout à coup travailler pendant 24 heures pour essayer de tout remettre ensemble. Donc je pense que c'est simplement une autre vision des choses au fil du temps. D'accord. Donc on vient de parler d'outils, donc ça c'est déjà évidemment une bonne chose et qui peut servir. Toujours pour revenir sur ces contrôles, puisqu'on en parle autant, est-ce que ça veut dire qu'il y en a plus que précédemment ? Il n'y a pas plus de contrôle que précédemment. On en parle peut-être un petit peu plus. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il y a une meilleure connaissance du marché de la part de la FSMA. La FSMA vous interroge, et là, les outils informatiques sont importants. Quand il faut remplir Cabrio, quand on vous demande votre répartition des compagnies, quand on fait tout ça. Mais ça, c'est des éléments que la FSMA voit et peut utiliser pour cibler les contrôles, pour faire son analyse macroéconomique, je veux dire. Hein. C'est jamais du particulier, c'est du macroéconomique. Donc tout ça, c'est des éléments intéressants pour eux et ils apprennent. On voit vraiment qu'au fil du temps, les contrôleurs, la FSMA apprend, connaît mieux, hein, c'est très important, le secteur, le métier et voit mieux ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'ils sont pas plus malin, mais plus efficace. D'accord. Et il voit mieux les choses. Mais c'est important parce que ça profite au bon courtier, où on voit vraiment qu'il a pris. Et ça permet de détecter les courtiers qui sont, je ne vais pas dire moins bons, mais moins respectueux des règles. Et je pense que nous devons tous avoir, je critique souvent la FSMA, mais fondamentalement, on veut la même chose. Je rappelle qu'en 1937, quand FEPRABEL s'est créé, c'était pour avoir un statut de reconnaissance de la profession. Maintenant, en train de dire, doucement, il faut toujours une profession bien réglementée, bien contrôlée, où tout le monde est sur la même ligne. Ce que nous on demande simplement, c'est un petit peu de temps pour adapter, parce que ça va un peu trop vite, et nous permettre surtout d'avoir les outils, et surtout la connaissance. Ces réglementations sont extrêmement complexes. Tous les jours, moi j'ai des discussions là-dessus, et même parfois avec la FSMA, on a des tas de points d'interprétation, je peux vous faire la liste, où on n'a pas une réponse tout à fait fine. Il y a beaucoup de questions qui viennent, on y travaille, on essaye d'y répondre le mieux possible, et il y a beaucoup de choses qui sont un peu subtiles, je dirais, là-dedans, et ça va encore évoluer, puisque ça fait une certaine jurisprudence, on analyse, on évolue. D'accord. Et tu me racontais en anecdote un jour que des inspecteurs parfois qui effectuent des contrôles connaissent mieux les logiciels de gestion que les courtiers. Donc ça veut dire en fait quelque part qu'ils exploitent certaines informations lors des contrôles qui ont lieu. De quelle nature sont-elles en fait ces informations ? Ils connaissent les outils. Par exemple, quand on demande des queries, enfin des extracts de documents ou des choses comme ça, j'ai constaté parfois que les contrôleurs de la FSMA connaissent Brio, connaissent l'outil et savent où il faut chercher. Et parfois, le courtier qui assiste au contrôle n'est pas le gestionnaire qui connaît le mieux Brio, qui gère Brio dans le bureau, ce qui est tout à fait normal. Et donc, il y a une petite distorsion à ce niveau-là. Mais donc, c'est très, très important de bien maîtriser son logiciel pour être prêt à un contrôle. Oh, oui, d'accord. Donc, il faut rester attentif, certainement, à comprendre, en fin de compte, comment fonctionne le logiciel, les informations qui doivent être introduites dedans régulièrement. Ça, c'est l'autre problème, c'est l'encodage, parce qu'il faut bien connaître son logiciel, mais si on ne l'encode pas, la donnée n'est pas là. Hein. Et donc, oui, tout à fait. Dans par exemple, quand on fait un code sur le risque AML, si vous n'avez pas encodé s'il est PPE ou pas PPE, on va considérer que c'est négatif. Donc, votre code sera mauvaise. Donc, il faut bien veiller à l'encodage. Et je pense que l'encodage, c'est vraiment une question de discipline quotidienne. Il faut que les gestionnaires dans les bureaux ont bien compris que l'encodage, ça n'est plus accessoire. Et je pense d'ailleurs que les datas que les courtiers ont, qui sont extrêmement importantes, vaudront un jour beaucoup plus cher si elles sont bien encodées dans un bon logiciel et bien honnête que le portefeuille en lui-même. Donc, soyons vraiment attentifs à ça. Les datas, c'est la mine d'or de l'avenir. D'accord. Est-ce que tu peux, justement, pour permettre un petit peu de visualiser mieux les choses, nous décrire un petit peu comment ça se passe en règle générale, quand des contrôles se lancent et que la FSMA va faire un contrôle, en règle générale, quelles sont les différentes étapes ? Alors, la FSMA prévient toujours, puisque c'est pas des... alors, il y a des mystery shoppers, mais ne vous inquiétez pas, le mystery shop, il peut rien faire. Je ne vais pas du mystery shop parce que c'est souvent des fantasmes. Mon téléphone dit « J'ai eu un mystery shopper ». Ok. Mais, donc, le mystery shopper, il va voir, il fait des constatations générales. D'accord. Mais il ne peut dresser aucun PV ni aucune infraction. Donc, il n'y aura jamais. Si un mystery shop constate qu'un courtier est vraiment tellement catastrophique, la FSMA va diligenter une vraie
un vrai contrôle officiel. Donc, ne vous inquiétez pas. Les mystery shoppers, si les courtiers font n'importe quoi avec un mystery shopper, ça va arriver chez moi parce que la FSMA va nous faire le rapport et dit, vous vous rendez compte, on a été voir des courtiers anonymement, regardez ce qu'ils font collectivement. Ça, c'est notre problème. D'accord. De côté. Donc, la FSMA vous prévient, vous envoie une lettre, enfin, c'est par mail, un courrier, assez long, en expliquant toute la procédure, ce qu'il vous demande, les documents, les dates. Théoriquement, Grégory Demal m'a promis toujours de mettre un mois. Parfois, c'est plus court. N'hésitez pas à dire non, je ne suis pas là, on met telle date, etc. Si vous voulez le soutien de FEPRABEL, prévenez-vous le plus vite possible parce que nous, on a aussi des agendas à gérer. Et si vous désirez l'assistance de FEPRABEL, on est présent au contrôle, mais je veux absolument qu'on prépare le contrôle ensemble, qu'on fasse le tour, qu'on regarde les documents, qu'on regarde les éléments et qu'on vous prépare pour être beaucoup plus à l'aise lors du contrôle. Je crois que c'est très important. Puis, le contrôle se passe. Donc, la FSMA interroge le courtier responsable. Hein, donc, ça me paraît logique. Et ils aiment bien interroger du personnel. Personnellement, ça me dérange un peu. J'ai eu des discussions avec la FSMA. Je pense que le stress, parce qu'il y a du stress, ça ne serait pas nécessaire, mais quand on va à un examen, même si on connaît bien sa matière, on est un peu stressé, donc c'est normal. Et on sait que on est toujours en phase d'implémentation, donc on sait tous qu'on n'est pas parfait pour le moment. Donc, mais interroger du personnel, moi j'ai vu des contrôles où le personnel, c'était en plus en vidéoconférence. Le stress sur le personnel, ça je trouve pas admissible. Je trouve que le courtier, c'est son job, il est chef d'entreprise, il doit supporter ce stress, pas le personnel. Je pense que la FSMA a compris le message. Voilà. Donc, il contrôle les éléments, il y a les documents à fournir, et puis la FSMA retourne chez eux, ils font un rapport. Ce rapport prend un certain temps à arriver. Hein. D'accord. Pourquoi? Parce que quand ils font une vague de contrôle, ils comparent tous les rapports pour essayer de traiter tout le monde de la même manière. D'accord. Et puis vous recevez votre rapport. Et dans ce rapport, il y a trois éléments. Il y a des points d'attention, des remarques et des injonctions. Donc, les points d'attention, c'est léger à ce niveau-là. Les remarques, il faut y remédier. Les points d'injonction, il faut remédier tout de suite et donner un plan d'action. Alors, je dis une chose parce que les rapports de contrôle sont toujours beaucoup plus mauvais que l'impression que vous en avez. Donc, ne vous effrayez pas, ça. Je trouve que c'est un peu puéril et c'est un peu... basique, école primaire, d'être comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est comme si vous allez à un examen, vous sortez de l'examen, vous dites, ouais, 14, 16, moi, nickel. Et vous recevez votre cote, je dis toujours aux valves, parce que moi, j'avais des valves, mais il n'y a plus de valves. Et vous allez aux valves, vous regardez 6. Ah! Ben, ça, c'est votre rapport de la FSMA. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Et on vous demande 2-3 petites choses à corriger. Vous répondez. Il y a parfois des choses très factuelles. Je pense que sur l'AML, dans tous les rapports AML, il est mis... On constate que l'AMLCO, donc le responsable anti-blanchiment, ne connaît pas suffisamment la législation. C'est normal. Il n'y a personne qui la connaît à fond. Je crois même Isabelle Dasto a fait FEPRABEL qui est à fond dedans. Même moi, on ne la connaît pas à fond. C'est tellement complexe. Donc l'AMLCO, il ne peut pas. C'est trop compliqué dans des petites structures. Et donc, alors qu'est-ce qu'on répond? Nous veillerons que dorénavant, l'AMLCO soit extrêmement bien formée. Nous allons intensifier sa formation continue. La FSMA est très contente avec ça. Et je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc, voilà un peu la manière de faire. Et donc, j'insiste aussi que que les rapports nous parviennent et que nous puissions y répondre ensemble. Parce que au niveau de la FSMA, il y a quand même un petit point qui nous préoccupe et auquel on est, nous, très attentifs. Il y a une différence entre ce qu'ils appellent les bonnes pratiques et le legal. Donc, la loi, le good practice. La loi, c'est impératif. Il faut l'appliquer. Les bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques. Mais il n'y a pas de sanction derrière. D'accord. Hein? Il y a des choses, je vais donner un exemple très basique. Hein? La loi dit il faut le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance et copie de la carte d'identité. Je vous passe le détail. Et la FSMA dit et il est aussi utile pour le courtier de connaître l'état civil. Okay, hein? On est tous d'accord que c'est une très très bonne idée. Oui. Mais ce n'est pas une obligation légale, donc ça ne peut pas être sanctionné. Et c'est là la grosse différence. Et là, on est souvent, avec la FSMA, en train et on est encore en discussion pour mettre l'équilibre, notamment dans leur fameux guide pratique qu'ils ont émis, pour trouver l'équilibre entre le legal et le good practice. D'accord. Donc, si je résume un petit peu, il y a une communication qui arrive, mot d'ordre, pas de panique, hein. On garde son sang-froid. Et donc, si le courtier souhaite être accompagné de FEPRABEL dans le cadre du contrôle, la meilleure chose à faire, c'est directement de prendre contact avec vous pour commencer à organiser, en fin de compte, le travail, la préparation du dossier. Tout à fait. Ça me semble.
Et toujours en préliminaire, même dans d'autres cas, quand il y a d'autres cas, parce qu'il y a ces contrôles qui sont des contrôles généraux, mais il y a aussi les contrôles sur base d'une plainte ou sur base d'un fait que la FSMA a constaté. Je vous invite à prendre contact d'abord avec nous pour évaluer la situation et estimer que plutôt répondre à la FSMA et puis venir après. Parce que une fois qu'on a dit quelque chose, c'est très factuel, une fois qu'on a dit quelque chose à la FSMA, après, il faut le prouver ou prouver le contraire, surtout. Hein. Et donc, c'est quand même important de bien faire attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on écrit, surtout là-dessus. Et donc, je préfère avoir le dossier avant que ça soit déjà en discussion. D'accord. Mais lors du contrôle, est-ce qu'ils vont utiliser des dossiers spécifiques, en fait, des courtiers? Ils sont choisis comment, en fait, ces dossiers? Ce qui va servir lors du contrôle, en fin de compte, c'est choisi comment? Mais ils demandent généralement la liste des 100 derniers contrats vie, par exemple. Voilà. Et là-dedans, ils choisissent 10 contrats et ils vous donnent... Au hasard, Non, pas au hasard. Non, pas au hasard. Et là, je crois qu'avec Isabelle, quand je vois la liste des 100, je peux vous dire les 10 qu'ils vont choisir parce qu'on sait ce qu'ils font. Et c'est les critères, hein, c'est les clignotants. Donc, c'est simple. Si vous êtes à Bruxelles et vous avez un client à stand, c'est un clignotant. Vous avez quelqu'un qui verse 100 € tous les mois et puis tout à coup verse 10 000 €, c'est un clignotant. Donc, c'est assez, je dirais, normal, quoi. Il n'y a rien de spécifique et avec un peu de bon sens, on voit les problèmes, soi-même d'ailleurs, hein, et le courtier, généralement, il l'a vu avant la FSMA. Donc, c'est pas trop compliqué de voir ce qui va en être. À ce oui, et puis avec votre habitude et votre expertise, vous savez aussi, évidemment, conseiller au mieux. Est-ce qu'on peut donner un conseil général au courtier sur comment préparer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut préparer à l'avance ou... Oui, mais je pense que actuellement, on réagit au contrôle. Et c'est vrai que ça demande du boulot parce que il y a tout un antécédent qui n'a pas encore été fait. Donc pour moi, le contrôle, c'est ce que je disais au début, c'est une manière d'être et de vivre. Il faut lire la documentation, il faut prendre du temps, il faut préparer et il faut aussi le faire tous les jours. Je donne un exemple qui n'est plus nécessaire maintenant puisque la FSMA a changé son modus operandi. Mais par exemple, la collation des heures, des attestations de formation continuée. Oui. Moi, quand j'ai vu des contrôles, le courtier, pour rassembler toutes ces attestations, ça lui prenait 3 heures. Si vous le faites à chaque fois, vous mettez une petite ligne dans un tableau Excel, votre travail est fait. Il faut le faire quotidiennement. La préparation d'un contrôle se fait tous les jours, naturellement dans le métier. Donc, c'est pas un vrai problème. Mais si vous ne le faites pas, évidemment, il faut rattraper, je veux dire, 1 minute tous les jours. Après 1 an, c'est 300 minutes. 300 minutes, c'est long. Oui, quand même. En effet. Et donc... pour aider les courtiers aussi, puisque bon, il y a tout un certain nombre de choses qu'il faut faire au quotidien. Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des formations que vous donnez aux courtiers? Alors, il y a tous les outils qui existent sur le site Febrabel, et je rappelle que Febrabel, c'est des outils qui sont faits pour le secteur. Donc, je pense qu'on a un rôle sectoriel, même si nous sommes financés par nos membres. Et j'invite tous ceux qui ne sont pas membres à nous rejoindre parce qu'au plus on a de financement, au plus on pourra aider le secteur dans son ensemble. Mais nous avons intérêt à ce que tout le monde soit le mieux en ordre possible. Parce que les mauvais élèves, je vais dire, ou ceux qui ne sont pas en ordre, simplement parce qu'ils n'ont pas l'information, donc c'est pas une critique qualitative sur leur travail, parce qu'il n'y a pas l'information, vont dégrader la vision que la FSMA a du courtage. Et malheureusement, comme dans beaucoup de structures humaines, quand on voit que le niveau est mauvais, on ne regarde pas pourquoi, on ne trie pas, on rajoute des règles. Mais les règles, elles se rajoutent même au bon. Et donc, c'est ce qu'on veut éviter. On veut que le niveau soit suffisamment élevé pour éviter que la FSMA ait l'idée de se dire « où ça ne va pas le courtage, il faut rajouter des règles ». Et donc, c'est pour ça que je crois qu'il faut aider tout le monde, que tout le monde doit rejoindre Febrabel, parce que nos guides, nos outils qui sont disponibles sur le site, je crois qu'il y a 10 outils qui sont disponibles sur le site, dont des outils qui sont tout à fait sectoriels, sans explication ou sans analyse, ou sans pouvoir poser une question à notre équipe, c'est pas toujours facile. Hein? On a un guide pratique AML très pointu et très complet qui est fait, mais il y a souvent des demandes. Donc je pense qu'il faut lire tous ces documents, il faut se préparer. Alors, on va lancer des formations, mais comme pour le moment, ces outils sont encore en voie d'adaptation, hein, puisque pour le 2 août, on doit mettre la finance durable dedans, on doit mettre ceci. Ce que je veux surtout, moi, toujours, c'est de dire, écoutez, on se met en ordre un moment, avec tout. Et on ne va pas venir tous les mois vous rajouter une petite couche, parce que c'est ingérable. Je vois ça dans les devoirs d'info, je crois qu'on est déjà à la 6e version. Il y a encore des courtiers qui utilisent la version 1, la version 2, la version 3. Ouais. Ça, c'est insoutenable, parce qu'évidemment, on a chaque fois amélioré et corrigé. Et donc,
c'est source de problème. Donc, moi, je voudrais faire un point, à un moment donné, 1.0, on dit voilà, tout y est. Et on repart de là, et on y va, et pas bousculer la gestion tout le temps, parce que ça, c'est compliqué dans le travail des courtiers. Oui, bien sûr. Et donc, ben voilà, je pense que, en fait, on a dit un petit peu l'essentiel à ce niveau-là. Il faut être attentif, être conscient de ce qu'il convient de faire aujourd'hui, utiliser correctement les outils qu'on a à disposition, veiller à l'encodage. Je pense que c'est un petit peu ce que tu viens de nous expliquer aujourd'hui en quelques mots et bien résumé. Mais en fait aussi, et je pense que c'est un élément dont on avait discuté, tout ceci et toute cette organisation peut être également une opportunité à un moment donné, et on avait parlé que ça pouvait même devenir quelque chose qu'on pouvait exploiter au niveau commercial et marketing. Tu peux préciser un petit peu à quoi tu penses? Oui, ça coule de source évidemment. Hein. Au plus votre base de données est riche, au plus vous avez d'opportunités et au plus vous pouvez utiliser par exemple, les données des clients, je pense par rapport à un bulletin financier, par rapport à ça, vous avez les données. Vous savez, quand un nouveau produit arrive, vous pouvez récupérer un profil de dire, mais tiens, ça correspond à ce client-là, vous pouvez le recontacter. Donc, il faut voir ça plus comme une contrainte administrative, qui est lourde, hein, je l'accorde, mais il faut essayer de le décaler et d'en faire plutôt un outil de gestion et un outil de marketing. Et ça je pense que c'est l'avenir, parce qu'alors, ça se croisera, et il y aura beaucoup plus d'intérêt à faire la chose, et on aura sûrement une vision, je dirais, du contrôle qui se vit tous les jours, et quand il y aura un contrôle, on poussera sur un bouton, tous les documents sortiront, et il n'y aura pas ce stress et cette présentation là-dessus. Et je voulais dire, parce tu parlais de la FSMA, j'aime bien utiliser cette image, il faut que je l'affine un petit peu, mais la FSMA, c'est le grand méchant loup. Tout le monde a peur de la FSMA. Alors, il a des grandes dents, ce qui fait très peur, mais il ne mord pas pour le moment. Il ne mord pas. C'est bien. Il pourrait mordre d'ailleurs, et c'est peut-être un risque qui va se passer, mais pour le moment, on est encore en phase vraiment d'apprentissage. Donc sincèrement, et les dirigeants de la FSMA sont conscients qu'il faut apprendre, etc. Il y a des fois aussi des cas catastrophiques, hein, le courtier qui reçoit et qui dit « Ah, vous venez de quoi? La FSMA? C'est quoi la FSMA ?» Ça, c'est ça le coup pour la fanfare, quoi. Hein, faut pas faire ça, je vais dire. Mais donc, ça existe. Et ce cas-là, on va vous le monter en épingle. Hein. Monsieur Servet le président a l'air de nous mettre ça. Mais je dis chaque fois, Monsieur le Président, c'est 1 sur 4000. OK, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est important, je vais dire, on fanfaronne pas avec la FSMA. On répond, on est poli. Je me rappelle un jour avec Anne de Rook où un courtier demandait, je ne sais plus, d'arranger quelque chose. Anne de Rook me dit, ben oui, elle dit, il n'y a pas de problème. Elle me retéléphone 1 heure après, elle me dit, je vais avoir un problème. Ah, je dis pourquoi? Oui, parce qu'il a insulté tout mon service pendant 3 jours. Je ne sais plus rien faire. Voilà, c'est des petites anecdotes que tu voulais. Oui. Je dis, OK, on a envie parfois, mais on ne peut pas. Soyons... et ce que je dis n'est que du bon sens. Hein. Il n'y a pas de conseil magique à donner. Je dis du bon sens, du sérieux, du professionnalisme, et tout va aller vers la plénitude. Oui, mais très bien. Écoute, intéressant. En tout cas, une chose est certaine, nous, au niveau Portima, donc le respect, ou en tout cas aider nos courtiers dans le cadre des obligations légales, c'est quelque chose, c'est un de nos chevaux d'un cheval de bataille depuis de nombreuses années. Et donc, c'est vrai on essaye d'évoluer, on essaye de suivre, ça va vite, c'est pas toujours spécialement évident. Je suis assez contente des nouvelles fonctionnalités qu'on a sorties ces derniers mois sur l'automatisation de la fiche client, de la fiche d'intermédiation, donc je pense qu'il apporte une vraie aide pour nos courtiers. Et évidemment, on continue, puisque c'était en IARD qu'on a sorti la première version, et on continue sur la vie. Donc, je pense que là, on est sur la bonne voie. De nouveau, on en a parlé, formation, information. Donc, on a des tutos, on a évidemment du support qui est donné à ce niveau-là, et j'invite évidemment chacun de nos courtiers à s'informer pour pouvoir utiliser ces outils-là et encoder les informations correctement. Tu parlais de brio, et ça c'est amusant, parce que ça, la FSMA connaît. Le courtier qui désactive la sortie automatique du devoir d'info, la FSMA le sait, ça se voit. Donc, il ne faut pas faire ça. Vous voyez, on met des outils en place, si on les enlève, ça ne va pas aller. Et donc, l'automatisation est absolument nécessaire, parce que la législation est assez lourde et abondante. Mais ça aide le courtier. Alors, il faut aussi que ce soit fait avec discernement. Il faut comprendre ce qu'on fait avec les documents, quels sont les documents. Donc, je vais dire, l'automatisation, elle va
nous permettre d'être à jour et de répondre aux exigences de la FSMA, mais il faut le faire avec discernement. Parce que si c'est simplement pousser sur le bouton et sortir des documents, et quand il y a un contrôle, on voit que personne n'a rien compris, il y a juste des documents, ça ne va pas aller. Et le rêve de la FSMA, quand même, est que dans chaque dossier, le courtier s'asseye, c'est tout juste, il ne met pas, chez le psy, le client sur le divan, qu'il le consulte, qu'il écoute, et puis qu'il rédige 3 pages de rapport avec sa petite main. J'ai toujours dit, ne rêvez pas, c'est pas possible. C'est pas comme ça. Quand on fait une RC familiale, c'est pas possible, c'est pas rentable. Donc, il faut des outils. Mais il faut des outils bien pensés et bien compris. Et les deux alliés, donc la compétence, la connaissance du client et l'humain avec le client, plus l'outil à ce niveau-là, et même l'outil qui pourra aller chez le client, parce que c'est ça la digitalisation. La digitalisation, on en parle, mais elle doit maintenant aller de toute la chaîne. Actuellement, on a des petits bouts de digitalisation, on a des fintechs qui nous aident sur certains points, etc. Mais on n'a pas une vision de la digitalisation de A à Z. En intégrant le courtage dans la chaîne, ça c'est le défi du futur qu'on doit mener ensemble, grâce à Portima, grâce à Brio, et je suis très content des choix stratégiques, comme certains le disaient au Congrès, des choix stratégiques qu'on a pris ensemble, qu'on a dû défendre assez fort, même parmi nos troupes. Je suis très content de ce qu'on a fait, parce que grâce à ça, le courtage pourra toujours rester pérenne et rentable dans le futur. D'accord, écoute, je pense qu'on est sur la bonne voie tous ensemble, c'est ça qui compte. J'ai l'impression qu'on commence à avoir fait un petit peu le tour du sujet. On va arriver maintenant à la fin de notre Sofa Chat. Maintenant, ce que moi je propose peut-être quand même, c'est de regarder les questions qui nous ont été proposées par nos différents courtiers et de voir si on peut en prendre l'une ou l'autre directement en live. Alors, qu'est-ce que j'ai en voilà une qui peut être intéressante, donc toujours au niveau des contrôles. Comment les courtiers contrôlés sont-ils sélectionnés par la FSMA? Y a-t-il un profil cible de courtier qui a le plus de chances ou de risques de se faire contrôler? Alors, c'est du random, enfin du hasard, je n'ai pas du hasard, mais c'est structuré. Donc ça veut dire que la FSMA a une matrice pour avoir un échantillon représentatif, dans lequel certaines choses sont pondérées, plus fortes. Par exemple, je donne un exemple, ça ne touche pas l'assurance, mais un courtier en banque sera plus contrôlé qu'un agent bancaire, pour des tas de raisons qu'on comprend évidemment. Donc, dans le système, et ça dépend, il est évident que si la FSMA contrôle l'anti-blanchiment, elle va prendre que des courtiers qui font de la vie. Donc ça, oui, c'est dirigé, mais on ne peut pas dire qu'on va prendre tel ou tel village ou tel... Il n'y a pas de critères là-dessus. Il n'y a pas de caliméro. Il n'y a pas à se dire, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi on vise les courtiers qui ont à la fois une agence bancaire? Non, il y a un random complet sur la population du courtier pour avoir un échantillon représentatif. D'accord, très bien, c'est intéressant à savoir. Et la deuxième question... qui est arrivé, qui me semble intéressant qu'on réponde maintenant, c'est de la part d'un courtier qui n'est pas membre de FEPRABEL. Tu as parlé tout à l'heure de l'assistance que vous apportiez à chacun de vos membres lors des contrôles, et il demandait, tiens, si je ne suis pas membre, y a-t-il possibilité d'avoir quand même accès à ce service d'assistance? Il peut toujours nous appeler, comme je l'ai dit, on a intérêt à aider tout le monde, et il n'y a pas de ségrégation au sein de FEPRABEL. Je pense qu'il peut toujours nous rejoindre, et on sera là pour répondre, je dirais, à ces questions. Et en fonction des circonstances, on a des critères pour permettre d'aider tout le monde. Donc, c'est réglementé chez nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et Isabelle est à disposition, je suis à disposition pour aider tout le monde, parce que, je vous dis, le but est de vraiment que tout le secteur. Et je vous dis, quand on négocie une loi, quand on négocie des règles au niveau européen, quand on intervient, c'est pour tout le monde. Donc, mon rêve est évidemment que tout le monde soit naturellement membre avant le contrôle, mais même s'il n'est pas membre, alors je ne voudrais pas non plus que les courtiers se disent « Oh, j'attends, je m'en occuperai », parce que c'est trop tard aussi. Ouais. Même si on s'en occupe, c'est trop tard de s'occuper des documents et tout, quand on a le contrôle qui se passe un mois après. Donc, pour pouvoir bien préparer, il faut être membre avant, mais on ne laissera pas tomber ceux qui n'étaient pas membres. D'accord.
C'est bien de le savoir. Merci beaucoup, Patrick. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, on continuera à répondre aux autres questions en offline, je dirais. Merci en tout cas pour toutes ces explications très riches comme chaque fois. Voilà, je vais en tout cas remercier également notre public et vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine fois. Merci. Au revoir.